Alors aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Ça n'était pas c'est du nouveau contenu. Et je vais essayer de faire le lien entre la matrice et une publication que nous avons faite il y a 2-3 ans. Et on va voir si ça fonctionne. Et donc, on va reconnaître les dynamiques prévalentes dans vos contextes, dans vos pays. Et on va réfléchir à comment la matrice s'intègre dans ces dynamiques. Voilà. Et je vais faire référence à un travail qui a été initié par le docteur Belghiti. Alors, certains le connaissent peut-être. C'est un ami au Maroc. Il était secrétaire général du ministère de la Santé. Maintenant, il a pris sa retraite. Et donc, quand il était secrétaire général du ministère de la Santé au Maroc, il devait gérer ce qu'il appelle des dynamiques. Et il a conceptualisé ça. Et puis, nous avons fait un article ensemble. Et je pense que cette réflexion peut être utile pour notre problématique. Alors, nous allons présenter l'article, puis nous allons conceptualiser ce que j'appelle des policy tools, ce qu'on pourrait appeler des outils politico-techniques, peut-être en français. Et on va regarder deux outils, la stratégie nationale de financement de la santé et la matrice des progrès. Le point de départ, c'est reconnaître que le monde n'est pas statique. Quand nous sommes dans la planification, nous aimerions supposer que les choses vont se dérouler comme nous avons pensé qu'elles se dérouleraient. Ce n'est jamais comme ça. Le contexte dans lequel nous travaillons est en mouvement permanent. Il y a de l'incertitude. Ça, c'est la définition du futur, d'une certaine façon. Et cette incertitude se dissipe progressivement. Nous sommes plus sûrs de ce qui se passera demain que de ce qui se passera dans 3 mois. Et donc, ça, c'est cet élément qui change progressivement et qui peut amener à ce que vous changiez vos plans. Il y a des nouveaux problèmes qui sont convertis en enjeux politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui existent, qui sont problématiques, mais la société ne les reconnaît pas encore comme problématiques. Elles ne sont pas encore comme des enjeux politiques. Le changement climatique, par exemple, c'est un problème qui est, on le sait maintenant, qui s'est lancé depuis le 19e siècle probablement avec l'industrialisation, mais ce n'est devenu un enjeu politique qu'il y a une dizaine d'années. Maintenant, la communauté internationale essaye de rattraper les choses, mais avant, le problème était déjà là, mais il n'était pas reconnu comme un enjeu politique. Mais ça, dans vos pays, peut-être que les dépenses catastrophiques, par exemple, sont déjà bien en place, mais peut-être que ce n'est pas du tout sur le radar de vos décideurs. Ils ont d'autres problèmes en tête et ça ne les préoccupe pas. D'accord ? Donc, parfois, il y a soudain une situation qui va faire qu'un problème qui était déjà existant apparaît. On voit, par exemple, parfois que l'épouse d'un général meurt à l'hôpital et le monsieur est très haut placé dans le pouvoir et soudain, on se rend compte qu'il y a un problème de qualité des soins dans les hôpitaux. D'accord ? Les problèmes de qualité sont là depuis très longtemps, mais c'est devenu maintenant un enjeu politique. Les préférences des acteurs bougent. Nos préférences, on a tous nos inclinaisons, les choses qui nous paraissent importantes, mais voilà, soudain, on se rend compte, soudain, ce général se rend compte que la qualité des soins dans les hôpitaux est quelque chose de très, très important et il va peut-être devenir un acteur de plaidoyer. Ce contexte va définir le champ des possibles pour l'action collective. Donc, ce dans quoi nous sommes engagés, nous tous, comme techniciens du ministère de la Santé, techniciens de l'OMS, etc., nous sommes dans l'action collective. Nous essayons d'organiser la collectivité à régler des problèmes. Alors, c'est complexe, ça prend du temps, il faut mobiliser des acteurs et nous mettons beaucoup d'énergie dans cette mobilisation et le contexte définit ce qui va être possible de faire. Si, par exemple, au niveau du gouvernement, soudain, on se rend compte qu'il y a un gros problème de qualité des soins dans les hôpitaux, on va mieux entendre tous les techniciens qui le disaient depuis longtemps et qui avaient des propositions. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Donc, si vous êtes, depuis des années, vous faisiez le plaidoyer, par exemple, pour l'accréditation des hôpitaux, personne ne vous écoutait, et puis soudain, vous venez vous présenter l'idée, les gens disent « Ah, mais ça, c'est intéressant ». D'accord ? Et donc, l'idée va peut-être profiter de cette fenêtre d'opportunité. Vous êtes ce qu'on pourrait dire des entrepreneurs politiques de la CSU. Donc, en recherche en sciences politiques, on parle de policy entrepreneurs. Donc, c'est ces personnes qui essayent de mettre à l'agenda des problèmes ou essayer de mettre à l'agenda des solutions. Et donc, ils sont dans l'environnement, ils sont dans l'observation et puis parfois, il y a soudain une fenêtre d'opportunité, ils vont s'engouffrer et ils vont essayer de faire avancer les choses. Et donc, je pense que nous sommes tous, à notre échelle, dans nos rôles respectifs, des entrepreneurs politiques de la CSU. Et donc, nous devons être stratégiques, nous devons comprendre les dynamiques temporelles
Et nous devons aussi être réactifs et agiles, profiter des opportunités. Aujourd'hui, il y a encore très peu de connaissances sur comment gérer cet élément temporel. Si vous allez dans la littérature scientifique, sur la CSU, il y a très peu de personnes qui ont écrit des analyses, produit des analyses sur comment gérer la temporalité de la sphère politique pour faire avancer la CSU. Et pour moi, le docteur Belriti, avec son expérience de secrétaire général, a été un des premiers à poser la question. Il a fait une proposition et c'est celle-là que je vais vous présenter et c'est celle-là que nous allons essayer d'utiliser cet après-midi. Selon lui, il y a 5 dynamiques. Il a dit quand j'étais secrétaire général, je devais gérer 5 dynamiques en permanence. Elles viennent de front. Ça, j'arrive le matin, je termine ma journée le soir et même la nuit, j'ai des coups de téléphone, je dois gérer 5 dynamiques. Il dit, il y a la dynamique des services. Il y a ensuite la dynamique programmatique, la dynamique politique, la dynamique des réformes et la dynamique de renforcement des capacités. Alors, il propose de mettre la dynamique des services au cœur. Il dit, ça, c'est la dynamique des usagers. C'est l'usager qui va au centre de santé, qui va à l'hôpital, c'est quotidien. C'est une dynamique quotidienne et on espère, comme secrétaire général de la santé, que ça se passe bien, que les gens à l'hôpital, ils sont bien pris en charge. Et puis, de temps en temps, voilà, il y a un gros problème qui se passe. Il dit, voilà, alors j'ai donné l'exemple de l'épouse du général qui décède, il y a un gros incident critique dans une structure de santé, et il dit, voilà, ça remonte à mon niveau, et ça fait une situation de crise, mais normalement, il dit, il y a cette dynamique quotidienne, et mon métier, c'est d'assurer que ces dynamiques quotidiennes se passent bien. Il dit, voilà, le personnel travaille de façon assidue, pas de grève, pas de mouvement de frustration, pas de conflit, et donc il faut que ce soit fluide. C'est la finalité, bien sûr, d'un système de santé, c'est cette dynamique de service. Pour soutenir cette dynamique de service, il nous dit, voilà, nous mettons en œuvre des dynamiques programmatiques. Les dynamiques programmatiques, c'est le quotidien de vous tous, c'est de dire, OK, on va faire le plan national de développement sanitaire, on va faire une planification, on aligne le budget sur la planification. Donc ça, c'est le travail du technocrate, de l'administration. Et beaucoup de notre temps va dans les dynamiques programmatiques. La dynamique politique, c'est une dynamique au-dessus. C'est les ministres, c'est le gouvernement, c'est les parlementaires, c'est la société civile, et il dit, ça c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, mais qui peut m'arriver dessus à tout moment. Quand il y a un incident critique dans la dynamique des services, ça se transforme en dynamique politique, c'est dans les journaux et ça explose. Et il dit, voilà, je vais devoir gérer, c'est des coups de téléphone, c'est des discussions avec le ministre, avec le gouvernement, ça prend de l'ampleur et ça peut conduire à ce qu'un secrétaire général doit démissionner. Il sait ça, il sait qu'il y a ça au-dessus de sa tête. Il y a la dynamique des réformes. Il dit ça, c'est une dynamique longue qui est cruciale. C'est celle-là qui va faire changer les systèmes de santé. Elle va aller souvent au-delà du seul mandat d'un ministre. Le ministre aimerait bien que la réforme porte son nom et soit faite sous son mandat, mais il dit, bon, d'abord, les ministres tournent plus vite que les parlements. Un ministre peut sauter durant son mandat. Mais donc, il dit, voilà, ça, c'est des choses longues, on travaille dans la durée, on va travailler avec nos partenaires, avec la Banque mondiale, avec l'OMS, avec des conseillers, on essaie de faire des changements profonds. Et puis, il dit, il y a une dernière dynamique, c'est la dynamique de renforcement des capacités. Comme secrétaire général, je dois toujours m'inquiéter aussi que mon ministère fonctionne de mieux en mieux. Il doit peut-être réorganiser l'organigramme, il doit faire des collaborations avec le monde académique et donc voilà, travailler avec, par exemple, l'Institut national de santé publique à Rabat, faire de la recherche, des formations, etc. Et donc, il dit, voilà, ça, c'est mon métier, c'est gérer ces 5 dynamiques. Et il dit, le problème pour le décideur, c'est que ces dynamiques sont simultanées, mais elles sont très différentes dans leur nature et elles sont potentiellement conflictuelles. D'accord ? Et en tout cas, elles sont conflictuelles dans mon agenda. D'accord ? Dans une journée, je vais devoir faire 36 choses. Je vais peut-être devoir signer. Il dit, je vais perdre peut-être 1 heure à signer des documents stupides où je dois juste trouver quelqu'un qui doit partir en vacances. Ça, c'est la dynamique des services. Il va peut-être devoir
aller rencontrer quelqu'un de très honorable dans le cadre de la dynamique politique. Il va devoir peut-être superviser une dynamique programmatique avec une réunion avec ses cadres. Il va peut-être avoir une discussion de réforme avec des techniciens, des consultants, par exemple, qui ont travaillé. Et puis, ben voilà, il dit, ça, c'est mon quotidien et c'est tumultueux, c'est mélangé. Et donc, il dit, avec ce cadre d'analyse, j'essaye d'émerger et de mieux comprendre ce que je fais. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et nous voyons qu'avec ces 5 dynamiques, nous travaillons sur des temporalités très différentes. La dynamique des services, c'est le quotidien. La dynamique des programmes, c'est un temps cyclique, c'est le temps cyclique de l'administration. D'accord ? Tous les ans, on doit faire un budget, un plan, etc. Donc, il y a des récurrences qui sont bien connues. Le temps politique, il est cyclique parce que normalement, il y a des élections. On connaît les échéances électorales, mais il est élastique et instable parce que le ministre peut sauter. Voilà, il y a des événements qui n'étaient pas prévus. La temporalité des réformes, c'est un temps long et il dit qu'il va y avoir des fenêtres d'opportunité à exploiter. Il va y avoir peut-être une crise politique qui va nous permettre de pousser une réforme qui n'avançait pas. Et le renforcement des capacités, c'est le temps de la collaboration. Ça aussi, c'est un temps permanent, continu, qui s'écoule. Alors, on voit que les temporalités sont différentes parce que ça fait référence à des parties prenantes différentes. La dynamique des services est celle des usagers, des prestataires, des familles, et donc ils vivent au quotidien, bien sûr. Les parties prenantes de la dynamique de programme, c'est les planificateurs, les administrateurs, les partenaires techniques et financiers. C'est quand le Fonds mondial vient chez vous en disant « Ah, il faut préparer le prochain round ». Voilà, ça, on est dans la dynamique programmatique. Les parties prenantes de la dynamique politique, c'est les citoyens, les partis politiques, les mouvements sociaux, les médias. Les réformes, c'est les parties prenantes, c'est les lobbies, bien sûr, c'est les syndicats, mais c'est aussi peut-être le lobby pharmaceutique, peut-être certains partenaires, et c'est les décideurs. Et la temporalité du renforcement des capacités, c'est les universités, c'est les acteurs du système de santé, tout ça qui s'intéressent à la connaissance. Alors, on voit que c'est des actions différentes. Dans la dynamique des services, c'est la fourniture de soins. Dans la dynamique programmatique, c'est la mobilisation des ressources et le cycle de planification. Dans la dynamique politique, c'est la constitution des alliances et la négociation. Dans les réformes, c'est la transformation du système. On va essayer de changer les arrangements institutionnels. On va par exemple essayer de créer par exemple, on discute avec le Niger avec la création de l'INAM. Voilà, là vous êtes dans la dynamique des réformes, changer les arrangements institutionnels. Et le renforcement des capacités, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la gestion des connaissances, de la formation, développement des organisations. Et si vous réfléchissez, cette semaine, on a touché à ces dynamiques. Quand on a parlé hier de renforcement des capacités pour que les pays puissent faire la matrice, on est dans la dernière dynamique de renforcement des capacités. Mais on voit aussi qu'on est bien sûr, on n'est pas loin de la dynamique des réformes. La matrice doit nous aider à nous guider pour les réformes. D'accord? Mais on sait que ça va être cyclique. On est déjà en train de discuter, quand est-ce qu'on fait la matrice? Et c'est de cela dont nous allons discuter. Je dirais que la matrice n'a pas trop à voir avec la dynamique des services, selon moi. C'est plutôt les 4 autres dynamiques. Ça va? Dia suivante. Donc voilà, on va essayer de réfléchir sur, comme entrepreneur politique de la CSU, je pense que la conscience de la réalité de ces 5 dynamiques peut peut-être nous aider à réfléchir comment exploiter au mieux la matrice dans le cadre de ces différentes dynamiques. C'est l'hypothèse que je formule. Alors, avant d'aller plus loin, je propose d'introduire un nouveau concept. Vous avez vu que je mets ma casquette de professeur ce matin. Donc, je n'ai pas perdu mes vieux réflexes académiques, mais c'est utile, je pense. Alors, je propose un concept que j'appellerai en anglais le policy tool et en français les outils technico-politiques, parce qu'en français, nous n'avons pas un mot qui correspond à policy. Les Anglais, ils ont policy et politics. Et nous, on appelle tout politique. D'accord? Le concept de policy, c'est quelque chose de plus neutre. Parce que les gens disent « Ah, les politiques sont corrompus. » Vous connaissez cette langue. Ici, le policy, c'est nous. C'est notre métier de réfléchir, à faire des bons designs et bien les mettre en œuvre. Donc, je propose comme définition, Policy Tool, une ressource intellectuelle à la disposition des parties prenantes d'une problématique particulière pour influencer l'action collective relative à cette problématique. D'accord? Nous avons une problématique, c'est
l'accès aux soins et les dépenses catastrophiques, le risque d'appauvrissement à cause des soins de santé. Ça, c'est la problématique de la CSU. Et donc, pour essayer d'influencer l'action collective, nous avons des policy tools, d'accord? Et la matrice en est un. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est qu'il y a une part d'intention. Un policy tool est un outil qui a une finalité. Je dirais comme le marteau sert à enfoncer des clous, un policy tool a une finalité particulière. Et donc, on ne va pas utiliser un marteau pour couper une planche. D'accord? Et donc, ça, c'est important de garder à l'esprit quand vous réfléchissez à un outil politico-technique. Pourquoi a-t-il été fait? Pour ne pas l'utiliser dans un mauvais usage. Les ressources intellectuelles seront souvent soutenues par un acteur politique. D'accord? Elles ne tombent pas du ciel, il y a une finalité, et c'est une finalité à laquelle tient un acteur politique particulier. Et donc ici, on est dans un policy tool qui est proposé par l'OMS, qui a le mandat international d'aider les pays à aller vers la CSU. Elle aura souvent un contenu normatif et même prescriptif. Donc, on n'est pas juste dans le travail de documentation, de description. Il y a cette finalité et on veut influencer l'action collective pour atteindre cette finalité. Donc, il y aura du prescriptif. Donc, dans la matrice, nous l'avons dit le premier jour, il y a une part de prescriptif avec les attributs désirables. Donc, la problématique ici, c'est la structuration du financement d'un système de santé pour aller vers la CSU. D'accord, c'est notre problématique. Alors, des exemples de policy tool, le PNDS, c'est un policy tool. Une stratégie nationale de financement, c'est un autre policy tool. Les comptes nationaux de la santé. Donc, en fait, on en a beaucoup parlé cette semaine, mais ceux dont nous parlons, c'est bien des outils politico-techniques. Alors, ce qui est important pour la matrice, c'est qu'elle est conçue pour être mise en œuvre par les autorités technico-politiques nationales. D'accord? Donc, ce n'est pas un outil qui a été conçu, par exemple, pour la société civile. C'est un outil qui est conçu pour vous, qui est dans la décision et dans la mise en œuvre du financement de la santé. Maintenant, bien sûr, c'est un outil qui produit des résultats et ces résultats sont intéressants, par exemple, pour la société civile. D'accord? Mais on pourrait imaginer aussi des policy tools qui seraient pour la société civile, par exemple. Voilà, donc on va d'abord regarder la stratégie nationale de financement. Plusieurs d'entre vous ont posé la question très tôt, tiens, quelle est la relation entre la matrice et la stratégie nationale de financement? Et je vais faire une proposition ici. Et donc, la stratégie nationale de financement est bien un autre policy tool. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un tool qui se consacre à 4 dynamiques. D'accord? Programmatique, politique, de réforme et de renforcement. Donc, la stratégie nationale est un outil pour aider les autorités nationales à articuler 4 des dynamiques, structurer la dynamique programmatique. Donc, la stratégie nationale de financement va aider à structurer la dynamique programmatique. Elle va permettre d'identifier des points d'action qu'on va vouloir mettre dans le PNDS et dans le plan, la planification annuelle. La stratégie nationale de financement essaye d'inscrire l'action dans une dynamique de réforme. Donc, il y a une vision derrière. Donc, dans votre stratégie nationale de financement, il y aura une vision vers où vous voulez aller. Et vous commencez à dire, voilà, nous allons créer l'INAM parce que nous pensons qu'on va réarticuler le système de financement de cette façon. La stratégie nationale de financement va se faire en impliquant les parties prenantes et elle va reconnaître la dynamique politique d'une certaine façon. Par exemple, la stratégie nationale de financement va être sollicitée ou va être présentée au président, au moins au ministre de la Santé, bien sûr, mais ça va monter au gouvernement et ça peut monter jusqu'au président qui va, par exemple, écrire la préface pour montrer son soutien. Et donc, il y a un travail, bien sûr, il n'y a pas qu'un travail technique, il y a un travail aussi d'articulation avec la dynamique politique. Et souvent, dans une stratégie nationale de financement, on peut retranscrire des objectifs en termes de renforcement des capacités. On peut dire, voilà, on va renforcer, par exemple, le milieu académique national. On va les solliciter pour des enquêtes. On a eu, par exemple, la présentation hier sur ce que le Gabon a fait sur les comptes nationaux de la santé. Hier, on a bien vu, avec Aboubacar, comment le policy tool des comptes nationaux essayait de gérer ces dynamiques, ces différentes dynamiques. D'accord? Il nous a expliqué comment ils avaient fait le renforcement des capacités et puis il a monté les policy briefs, il a dit voilà, ça monte au gouvernement, au Parlement et donc on voit comment ils ont
travailler cette articulation des grandes dynamiques. Et je pense que c'est ce que nous devons faire aussi avec la matrice. Ce qui est clair dans une stratégie nationale de financement, c'est qu'il y a un rôle clé pour ce qu'on peut appeler les technocrates. Et les technocrates, je n'utilise pas ça dans un sens péjoratif, hein. Je veux vraiment dire des gens comme nous qui sont des techniciens au niveau des ministères, des agences, et où nous essayons de mettre en place des meilleures solutions institutionnelles. Mais ici, une stratégie nationale de financement devra probablement avoir un processus participatif, mais la plume et les idées principales doivent venir d'experts du financement de la santé. On a vu qu'il y a une démarche cohérente et je dirais technique à ce niveau-là. Alors, quelles sont les contraintes et les opportunités? Avec une stratégie nationale de financement, les décideurs et entrepreneurs politiques essayent de consolider des opportunités, affermir des propositions en les convertissant en actions concrètes. D'accord ? Donc, on va retenir des orientations qui ont été données par le niveau politique et on essaye de les exploiter, mais de faire des propositions très concrètes pour avancer. La qualité d'une stratégie de financement réside dans la pertinence et cohérence technique des propositions, de leur faisabilité, du soutien politique qu'elles vont pouvoir accumuler et de l'usage que les autorités peuvent en faire pour faire avancer l'action collective. Donc, une stratégie nationale de financement qui serait très peu concrète ou qui ne donne pas des points d'action et qui n'aide pas l'action politique, je pense, n'atteint pas son objectif. Le succès d'une stratégie de financement va dépendre de son bon usage au bon moment en articulation avec les autres outils et démarches politiques. Donc, ce n'est pas un artefact magique, ce n'est pas une baguette magique qui fait que parce que vous avez fait la stratégie, les choses vont se passer comme il a été écrit, vous le savez beaucoup mieux que moi. Et donc, ça demande une articulation avec d'autres outils et démarches. Ce qui est intéressant avec une stratégie nationale de financement, c'est qu'elle peut, toujours dans cette réflexion sur les temporalités, il peut y avoir des discontinuités temporelles dans les administrations. Il y a les techniciens qui peuvent quitter leur poste. D'accord ? On a des problèmes de turnover. Il y en a ils avancent dans leur carrière, ils ont d'autres opportunités, ils s'en vont. Et ça peut créer des vrais problèmes de continuité dans les organisations quand on perd la mémoire institutionnelle. Et donc, un bon document comme stratégie nationale de financement peut définir le territoire et le suivant sait qu'il doit travailler sur la stratégie nationale de financement. C'est très important. C'est la continuité de l'État dans ses missions. Alors, pourquoi une stratégie nationale de financement ne fonctionne pas? Ça peut être pour de multiples raisons, mais et ce ne sont pas nécessairement des raisons au niveau de la stratégie. Ça peut être tout le champ des dynamiques. Et par exemple, on pourrait imaginer une équipe dirigeante qui peine à gérer les 5 dynamiques en général. D'accord ? On pourrait imaginer un secrétaire général de la santé qui est asphyxié par la dynamique des services. Il passe chaque jour des heures à signer les permissions de vacances, il court à gauche et à droite, ou bien il doit aller inaugurer des hôpitaux, et il fait tellement ce genre de choses qu'il ne peut pas se concentrer sur les autres dynamiques. Et donc, on ne progresse pas. Or, la stratégie nationale de financement est quelque chose qui est quand même très proche de la dynamique des réformes et donc demande une assiduité dans l'effort à longue durée. Et donc, on voit, je pense que quand je dis, parfois on dit « Ah, il n'y a pas une bonne gouvernance dans le pays », il y a la gouvernance politique, mais il y a aussi la gouvernance technique. Et est-ce que les gens au sommet ont cette capacité de travailler sur les 5 dynamiques? Voilà, donc la stratégie nationale de financement est un outil politique qui souscrit à des orientations normatives, elle s'organise autour d'objectifs, il y a un consensus national et international autour de ceux de la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est ses points d'appui. Elle va solliciter un appareil conceptuel porteur d'orientation normative. Et donc, voilà, l'OMS a reçu le mandat de ses États membres pour dégager et articuler ces orientations normatives. Et donc, l'OMS a produit un document de référence qui date maintenant d'il y a quelques années et vous pouvez trouver ce document en français, il est sur le website de l'OMS. Donc, si vous devez bientôt faire une stratégie nationale de financement, nous vous invitons à lire ce document. On va voir après le contenu. Nous produisons des documents stratégiques régulièrement. Comme Inc l'a rappelé, il y a des documents qui approfondissent des problématiques. Nous organisons des ateliers comme celui-ci, nous des formations, nous faisons des webinaires, donc nous essayons d'être présents. Et bien sûr, ce n'est pas un programme donné une fois pour toutes. Nous sommes dans de l'itératif et nous essayons d'améliorer les choses.
Donc, si la matrice a des limites, on changera notre fusil d'épaule, on améliorera, on n'est pas rigide en se disant on a trouvé une fois pour toutes la solution, ce n'est certainement pas le cas. On est humble dans la démarche de l'entrepreneuriat politique. Donc ici, si vous retournez dans le document d'orientation de l'OMS, voici quelques grandes recommandations. En termes de processus, une stratégie nationale de financement est conduite par une équipe technique mandatée, donc un petit noyau au niveau du ministère, il y aura un GTT ou quelque chose comme ça, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais donc là, on a des personnes qui techniquement sont vraiment bien conscients des problématiques du financement de la santé et donc des techniciens. Elle va être construite sur un diagnostic technique. Et donc, on va analyser les problèmes et on va valoriser l'analyse des données empiriques. Donc, une bonne stratégie nationale de financement, on a été regarder les comptes nationaux de la santé. On a été regarder des études faites par les chercheurs sur les dépenses catastrophiques. Si on a la chance, comme certains pays, alors je pense par exemple au Burkina Faso, il y a des pays où il y a un gros écosystème d'apprentissage avec une grosse communauté scientifique qui produit beaucoup d'études. On va regarder leurs travaux pour voir ce qu'ils ont. Donc ça, une stratégie nationale de financement valorise le travail empirique quand il est disponible, les données empiriques nationales ou internationales, et il y a un diagnostic des problèmes. Et là, des comptes nationaux sont bien sûr très utiles, mais la matrice, vous voyez déjà où je veux en venir, la matrice va aussi permettre de soutenir analytiquement la stratégie de financement. Alors, le processus sera aussi inclusif des parties prenantes, donc il y a bien une équipe technique qui va maîtriser l'agenda et le contenu de la stratégie, mais on va interpeller les parties prenantes pertinentes. Ça peut être, enfin vous les connaissez mieux que moi, ce sera d'autres ministères, d'autres secteurs, la société civile, les partenaires, etc. Et la stratégie devra être adoptée par les autorités nationales. Donc, il y a une validation politique. Quel est le contenu idéal d'une stratégie de financement? Elle va reconnaître le corpus d'outils politiques plus large et ce qu'on pourrait appeler supérieur. Elle va, par exemple, dans son introduction, elle va parler de la politique qui a été produite, s'il y a une politique nationale. Elle va faire référence au PNDS. Elle va faire référence à peut-être des documents stratégiques adoptés par le gouvernement, des plans 20-30, enfin voilà, il y a des plans comme ça qui sont parfois à long terme. Donc ça, ce sera dans l'introduction. Elle reconnaît ces documents. Elle a, très très important, une stratégie de financement couvre l'ensemble de la population. D'accord ? Elle réfléchit à la problématique de l'ensemble du système de financement, du système de santé. Ce n'est pas, on ne parle pas d'un dispositif particulier. D'accord ? Et il faut vraiment prendre l'approche systémique. Elle va être construite autour de l'analyse fonctionnelle des arrangements institutionnels que nous avons vus le premier jour, mobilisation des ressources, mise en commun, achat, prestations, etc. Et elle va identifier des objectifs spécifiques au pays à un ensemble de points d'action dans un cadre temporel de, disons, 5 à 10 ans. D'accord ? Elle prévoit déjà une stratégie d'évaluation pour la correction à mi-parcours. D'accord ? C'est comme dans un PNDS, vous savez que c'est la dernière, ça va souvent être le dernier chapitre d'un PNDS, on va dire voilà comment on va faire l'évaluation. Il faut la même chose dans une stratégie nationale de financement. Alors vous voyez déjà quand je vous présente ceci, on voit comment la matrice va pouvoir probablement venir soutenir cet autre outil. On pourrait imaginer utiliser la matrice pour le diagnostic technique, mais on pourrait l'utiliser, par exemple, pour la correction à mi-parcours. Et il y a une familiarité, ces deux outils qui adoptent l'approche fonctionnelle, donc ils sont totalement compatibles sur un plan théorique. D'accord ? Alors, on a vu cette dia le premier jour, donc voilà, vous juste rappelez que c'est ce cadre analytique sur lequel se construit une stratégie nationale de financement, d'accord ? Les grandes fonctions. Alors, passons maintenant à notre matrice. Donc, c'est juste un autre policy tool, comme la stratégie nationale de financement. Et donc, vous voyez que ces policy tools sont complémentaires. Donc, il ne faut pas dire la matrice va remplacer la stratégie ou elle va remplacer les comptes nationaux. Non, nous avons besoin de ces différents outils pour produire quelque chose de cohérent. C'est la même, si je peux utiliser le mot matrice, c'est la même genèse intellectuelle. C'est l'analyse fonctionnelle du système de santé. Donc, c'est les mêmes personnes qui ont pensé les deux concepts, les deux outils. Elle est prescriptive
on l'a vu le premier jour, elle valorise l'expertise et les connaissances techniques accumulées par l'OMS, et on a vu aussi qu'elle valorise le corpus des connaissances scientifiques. Elle offre un regard distancié et rigoureux qui va être établi par des consultants indépendants sur une grille normative standardisée avec une certification OMS. D'accord. Donc, on a vu comment, pour la mise en œuvre, on doit solliciter une équipe indépendante qui va faire le jugement des différentes questions. On sait aussi qu'il y a une implication des parties prenantes, qu'il y a un dialogue à ce niveau-là. Et puis, le document remonte vers l'OMS, Bureau Pays, Afro, Genève. Et là, nous allons trouver des évaluateurs externes qui vont regarder le document et les scores, et on va essayer de trouver 2 évaluateurs externes qui vont rendre leur avis et pour valider le jugement. Et au final, vous avez une certification OMS de l'évaluation qui assure une indépendance. Donc voilà, on retrouve les dynamiques, c'est comme la stratégie nationale de financement, on est sur les 4 dynamiques, les 4 sur 5. Donc, elle est compatible avec la dynamique programmatique. Elle est utile pour articuler ensemble les dynamiques programmatiques et politiques. Elle organise le dialogue entre les techniciens et les autorités politiques. D'accord. Donc, la matrice, quand vous communiquez les résultats, ben, l'homme politique, il va probablement pas lire tout le rapport, il va regarder les scores. Il va dire, c'est bien, on a progressé par rapport à la dernière fois. Ou bien il va dire, c'est bien, on est encore faible, on a encore corrigé des choses. Donc, ça facilite le dialogue. Parce que vous, alors, vous pouvez expliquer à l'homme politique pourquoi ce score est à ce niveau et quel est le sous-jacent et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vous avez un outil qui vous facilite le dialogue avec l'autorité politique. Elle peut, bien sûr, inspirer le décideur pour des réformes et elle peut soutenir la dynamique de renforcement des capacités, comme nous l'avons vu hier. Donc, on a vu que, alors que pour la stratégie nationale de financement, vous vous rappelez, j'avais dit le rôle clé était chez les technocrates, donc c'était plutôt les cadres du ministère de la Santé qui sont chargés des problématiques de financement de la santé, qui devaient gérer la production de la stratégie nationale. Ici, il faut reconnaître le rôle clé d'experts indépendants qui prennent un peu d'écart et qui peuvent rendre un avis sur le système de financement. Cette indépendance conforte quand même la qualité de l'analyse. Et ce seront des experts spécialistes du financement de la santé. Joël a bien rappelé hier durant le panel que ce n'est pas parce qu'on est économiste de la santé à la faculté qu'on est un expert du financement de la santé. Nous, on insistera pour que ce soit des experts qui connaissent l'analyse fonctionnelle de l'OMS, qui connaissent notre cadre de pensée et qui y adhèrent et qui souscrivent vraiment à nos propositions. C'est crucial. Alors, quelle est la relation entre la matrice et les stratégies? Je pense que ça a émergé. La matrice produit une photographie de la situation actuelle sur base de la grille de l'analyse fonctionnelle. Elle a des orientations prescriptives. Donc, voilà, on a vu, c'est un outil possible pour l'évaluation à mi-parcours de la stratégie. La matrice est moins ambitieuse dans ses prétentions quant à mobiliser les acteurs pour l'action collective, mais elle est plus exigeante dans son contenu technique et informationnel. Elle est à itération plus rapide. Donc, vous ne faites pas une stratégie nationale de financement tous les 2 ans. D'accord? Vous en allez en faire une pour les 5 ans qui viennent. La matrice, elle peut revenir vraiment au rythme. Il y a une question de faisabilité, mais vous pourriez, Jean-François utilise le mot commando, une approche commando, donc vous pouvez vraiment faire une matrice très, très rapidement parce que vous pensez que c'est le plus important, et puis vous dites, mais on va le faire chaque année, cet exercice, ou tous les 2 ans. Ou après avoir fait certains changements, on veut aller voir, on veut que l'OMS vienne nous confirmer que nous avons fait les bons changements. Et donc, on n'est pas dans le même cycle programmatique. D'accord? Donc, je pense que la matrice pourrait mieux convenir au tempo et aléas de la dynamique politique et être plus en phase avec la forte prégnance de la dynamique programmatique au niveau des ministères de la Santé et de leurs partenaires. Donc, je pense que nos systèmes... j'ai travaillé au Bureau Pays de Sao Tomé cette année et je me suis rendu compte comment la dynamique programmatique peut être terrible pour Hugo, il y a un petit ministère de la Santé à Sao Tomé, il y a quelques personnes qui sont compétentes et ils sont totalement, chaque fois bombardés avec des nouvelles requêtes qui viennent des partenaires et donc ils sont un peu asphyxiés dans la dynamique programmatique. Et je me dis, tiens, la matrice peut-être, tout en étant dans la dynamique programmatique, peut permettre peut-être
d'être plus légère que d'autres produits qui sont plus lourds. Non, hypothèse, hein. Voir si c'est correct. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on sera disponible pour des questions. Merci Bruno. Alors ça, c'est vraiment la réflexion sur comment la matrice en Sierra Leone, ça s'implique dans les dynamiques, les 4, on va faire les 4. Et aussi pour répondre un peu aux questions du mardi qu'on n'a pas encore répondu, c'était quoi l'impact de la matrice et comment on a fait ça, pourquoi on a fait ça. Juste pour un petit rappel, c'est quoi l'équipe? On était 7 dans l'équipe technique. Alors, juste pour vous montrer, ça, c'est les dernières années. Le premier, le truc en gris, là, c'est les comptes nationaux de la santé. Comme ça, vous voyez, quand on a publié les comptes nationaux de la santé. Et après, juste pour vous montrer qu'est-ce que s'est passé dans le financement de la santé un peu en Sierra Leone. Ça a commencé en 2008 avec une publication qui est là, des partenaires sur quelles sont les options pour la Sierra Leone. Après, on a eu peu du temps avec pas vraiment des publications, pas des stratégies, rien. Le gouvernement a déclaré les gratuités en 2010. Après, comme vous probablement savez, on a eu la pandémie Ebola, on a eu des autres problèmes. Personne n'a voulu vraiment parler du financement de la santé, ce n'était pas la priorité. Le gouvernement a changé en 2018 et on a lancé l'assurance maladie obligatoire. Ce n'est pas encore fonctionnel, mais ils ont quand même lancé le processus pour développer ça. Et le président a déclaré la couverture sanitaire universelle auprès de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était en septembre 2018. Alors, on a publié, en 2019, on a écrit une analyse de la situation. On a fait une petite analyse, qu'est-ce qui se passe dans le système de financement de la santé. Et ça a contribué après aussi dans une feuille de route, comment on avance pour la CSU. C'était publié en 2020. Et là, l'OMS vient de lancer la matrice. On se sent dit, c'est super, nous, on est en train de préparer notre stratégie de financement. On va utiliser ça pour écrire la stratégie. Et en fait, la stratégie a été publiée août 2021, c'était publié. Alors, juste après, on a écrit la matrice. Juste pour vous montrer un peu, là, on va aller un peu dans les dynamiques. Ça, c'est la dynamique des politiques. Comme je dis, on a eu un nouveau gouvernement en avril 2018 qui a vraiment fait le développement du capital humain au centre de son agenda. Et ils ont bien avancé vers l'objectif de Abuja. Le financement santé domestique était très important. On a eu un ministre de la Santé qui savait très bien comment fonctionne le gouvernement. Il était un ancien. Il savait bien comment plaider pour de l'argent au ministère des Finances, qui nous a beaucoup aidé pour augmenter l'enveloppe fiscale et aussi comment exécuter des budgets. Là, on a eu un changement du ministre. Le nouveau ministre, il a passé les derniers 20 ans aux États-Unis. Il ne connaît pas très bien comment le gouvernement marche. Pour lui, le financement de santé, c'est vraiment le focus sur les bailleurs, financement externe. Et ça, pour nous aussi, c'était important de changer un peu le langage parce que lui, il était moins intéressé dans les réformes, les techniques et tout ça. Et bientôt, il est plutôt un focus externe. Alors, la matrice a été développée avec et pour l'ancien ministre, mais en fait, ça a été utile pour nous pour informer le nouveau ministre et d'emborder lui et d'assurer que lui aussi, il a un peu le background et qu'est-ce qui se passe. Dans la dynamique programmatique, comme j'ai dit, on a fait la stratégie nationale et ça s'était aussi basé sur la matrice. Après, on regarde les dynamiques des réformes. Comme j'ai dit, on a lancé l'assurance maladie obligatoire en 2018. Et en même temps, il y a une pression du gouvernement et aussi de la société civile pour réformer les gratuités qu'on a en Sierra Leone. On résout des problèmes, peu de mise en œuvre, mais aussi du financement, ce n'est pas soutenable, on n'a pas assez d'argent. Et en plus, on a compris un peu plus c'est quoi les problèmes dans l'espace de financement de la santé. Comme j'ai dit, on a eu l'analyse de la situation qui était publiée en 2019. Et là aussi, on a mieux compris les dépenses personnelles
dépenses de ménage, comment ça se compense. Ça, c'est juste pour vous montrer deux exemples. Celle à gauche, là, c'est combien des cibles de gratuité, des personnes qui sont couvertes par les gratuités ont vraiment payé et pas payé. Alors là, vous voyez qu'en fait, il n'y a que 54% qui n'ont pas payé pour les gratuités et tous les autres, ils ont quand même payé quelque chose. Et la plupart là, c'était aussi pour les médicaments et ça, on a aussi vu ça dans les dépenses de ménage, qu'en fait, je pense que c'est 68% des dépenses ménage, c'est pour les médicaments. Alors, on a vraiment eu un peu meilleure compréhension, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et la matrice nous a aidés pour donner les preuves internationales, pour analyser ça et pour trouver des pistes pour avancer. Après, pour regarder la dynamique du renforcement des capacités, le poste principal, l'économiste de la santé principale, qui est Dr Amara, ça a été vacant pendant des années. 5 ans, on n'a pas eu un économiste de la santé en charge. En 2018, il est venu, Dr Amara, et ça a donné beaucoup d'énergie. Lui, il est très impliqué. On a aussi eu plusieurs Sierra Leonais qui sont retournés de l'étranger avec des diplômes, soit des diplômes du financement de la santé ou d'intérêt et qui sont venus demander des questions, voulaient être impliqués. Et après, comme j'ai dit, le gouvernement a nommé une conseillère pour la CSU au bureau du vice-président. C'était en 2020. Alors, la matrice a également été une occasion pour nous pour apprendre mieux pour toutes les personnes qui ont été dans des postes très différents. Et aussi, ça nous a permis de rassembler les experts techniques à un même niveau. Alors là, même si quelqu'un part, la matrice a tout le institutional knowledge en anglais, tout le savoir institutionnel. Juste pour un petit sommaire, c'est la synthèse. Ce que je pense que nous en avons bien fait, c'est trouver un champion. J'ai dit, on a eu un retour d'informations régulière aux hiérarchies, nos superviseurs. Et Dr Amara, l'économiste de la santé, a même fait des présentations, c'était hebdomadaire pour son directeur. On n'a pas attendu que l'argent vienne, ça a des avantages aussi, comme j'ai déjà dit. Et on n'a aussi pas attendu qu'un consultant vienne, mais ça veut dire aussi que ça nous a pris plus de temps. Et la notation était des fois, je pense, qu'un peu généreuse. Et c'est pour ça aussi c'est important d'avoir une évaluation externe très rigide. Après, nous avons saisi toutes les occasions de présenter la matrice, c'était soit des réunions des partenaires, réunions des ministres, et tout ce qu'on a pu utiliser, on a utilisé ça. Alors, on a réfléchi un peu, qu'est-ce qu'on ferait différemment maintenant? Je pense qu'on a besoin de trouver des champions dans des différents ministères aussi et les agences. Par exemple, le ministère des Finances, très important. Après aussi, le consultant qui a rédigé la stratégie de financement de la santé, je pense qu'on aurait dû l'y impliquer un peu plus. Il était vraiment focusé sur la stratégie, mais en fait, il aurait eu besoin de comprendre un peu plus la matrice aussi. Et après, j'ai déjà mentionné le dernier point. Oui, c'est ça l'expérience de la Sierra Leone pour regarder les cartes dynamiques un peu. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. C'est Serine Diouf, je suis le directeur des opérations de l'Agence de la couverture maladie universelle. J'ai juste une question, Bruno. Je n'ai pas trop bien compris quand on sort de la dynamique des services, aussi bien au niveau de notre matrice qu'au niveau de la stratégie de financement. J'aimerais bien qu'on m'explique cela parce que pour moi, quand on parle de dynamique des services, les services, vous avez centré les services autour du patient client, les préoccupations, mais pour moi, les services aussi, il y a les services de l'offre et surtout la gestion des ressources humaines qui constitue l'une des principales préoccupations aussi des secrétaires généraux et des directeurs de cabinet. Nous sommes avec un ancien directeur de cabinet sur la table. J'imagine qu'il recevait toujours des pressions par rapport à la dynamique de gestion des ressources humaines, tel ou poste de santé, tel hôpital n'a pas de gynéco, le gynéco de la telle zone a quitté, ainsi de suite. Je pense que ça aussi, cette dynamique-là, nous ne pouvons pas élaborer une stratégie de financement de la santé sans prendre cela en compte. Ça, c'est extrêmement important. Je n'ai pas compris quand
on travaille uniquement avec les 4 dynamiques et sorti le service. Juste une autre, un complément pour Naomi sur la question du renforcement de capacité. Pour moi, le renforcement de capacité, ce n'est pas seulement la formation. Et je pense que pour le cas de la Sierra Leone, ils ont fait le déplacement pour venir au Sénégal, faire un voyage d'études pour s'inspirer du modèle sénégalais. Pour moi aussi, l'organisation, le benchmark, c'est quelque part un renforcement de capacité. Merci beaucoup. Merci, M. Diouf. Une question et on vient au Cameroun. Merci beaucoup. Cameroun, Gabon. Oui. Batiene Vincent, je suis le directeur de la formulation de la politique et des stratégies sectorielles au ministère de la Santé du Burkina Faso. Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez. Je commence à être vraiment dans le bain, surtout à partir d'aujourd'hui, où je commence à comprendre vraiment l'utilité de cette matrice, parce que je me posais beaucoup de questions. Il fallait vraiment 5 jours. Oui. OK. Je pense qu'au niveau du Burkina Faso, on avait déjà commencé une revue de la stratégie nationale de financement. Je pense que peut-être on va temporiser parce qu'on n'a pas utilisé la matrice. Ce que je voulais ajouter également, j'allais aller dans le même sens que le collègue du Sénégal, même si c'est indirectement, la dynamique des services quand même peut être analysée par rapport à l'utilisation de la matrice de la stratégie nationale de financement de la santé. Je voudrais aussi féliciter Naomi pour la présentation et avoir des précisions sur le rôle comment on a appelé ça, du champion. Voilà, quel a été le rôle du champion dans tout le processus, parce qu'on est beaucoup intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Vincent. Et on revient au Togo avant d'aller. Merci beaucoup. Moi, j'ai plutôt une question technique, Bruno. Je me suis amusé hier à parcourir la matrice de haut en bas et je me suis quand même buté à une question par rapport à l'analyse des données. Et si on finit d'exploiter la matrice, je m'attendais quand même à la voir hier dans la présentation de la Côte d'Ivoire, mais comme ils sont encore en processus, mais peut-être Naomi pourra nous donner plus d'informations. Comment est-ce qu'on organise l'analyse des données qu'on a mises dans la matrice, surtout qu'on choisit les établis, émergents, etc. Est-ce que derrière la matrice, est-ce qu'il y a une base de données en ligne qui collecte toutes ces informations? Est-ce qu'il y a des sorties? Est-ce qu'il y a des dashboards qu'on peut voir sur les sorties de la matrice qui peuvent quand même permettre de faire des agrégations au niveau des attributs pour permettre de voir votre pays, il est à tel niveau, tel niveau. Si on est à tel niveau, voici peut-être les éléments qu'il faut considérer. C'est vrai qu'on peut voir ces faiblesses au niveau des attributs, mais en termes d'orientation politique, est-ce qu'il y a ces éléments-là qui sont dans le backup donc, de l'application? Sinon, je pense que comme c'est un processus, on peut peut-être déjà considérer à mettre ces éléments pour faciliter aussi l'utilisation et standardiser aussi un peu l'analyse derrière la matrice. Merci beaucoup. Le Togo et le Mali, et puis on va passer la parole aux panélistes d'abord. OK, merci. Donc, moi, c'est Hilaire Ouedraogo de l'OMS Togo. Donc, c'était un peu pour insister encore sur la dynamique de service. Bon, ça a été déjà rappelé par mes 2 prédécesseurs. Je pense que c'est la dynamique la grande dynamique. Bon, pour moi, à mon sens, c'est la grande dynamique et les 4 autres dynamiques sont en fait des dynamiques pour y parvenir. Parce qu'en fait, la finalité, vous l'avez même dit, c'est d'avoir des services disponibles de qualité et dont la population a besoin. Donc, cette dynamique ne saurait être ignorée. Je pense que dans la stratégie nationale de financement de la santé, bon, nous avons une stratégie au Togo qui vient à expiration, on l'avait prise en compte et d'ailleurs c'est une opportunité de l'évaluer avec cet outil. Je pense que cette dynamique est essentielle, il faut la mettre vraiment centrale pour le processus vers la couverture sanitaire universelle. Et en même temps, il y a un aspect de coordination parce que pour que toutes ces dynamiques, les 4 ou 5 dynamiques soient, disons, utilisées et bien manipulées, il faut une très bonne coordination. Et là, au niveau national, et il faudrait que l'on insiste sur cela, parce que cet aspect
quelquefois pêche et ça ne permet pas que les dynamiques soient en fait utilisées et suivent en fait, soient organisées de telle sorte à atteindre les objectifs. Voilà. Et donc, nous allons utiliser la matrice pour évaluer notre stratégie de financement qui expire en 2022. Merci. Donc, on a une première promesse. Mais merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. On va, Monsieur Sogolon. Merci, je ne vais plus être très long. Pour moi, la dynamique des services n'est pas ignorée. On analyse les autres dynamiques pour une amélioration de la dynamique des services. Si je me trompe, je souhaiterais bien que Bruno précise. Merci. Merci beaucoup, M. Sogolon. Donc, dernière question. On va revenir pour le deuxième round. On va d'abord permettre à Bruno et Naomi de répondre. Oui, oui, merci. Moi, je ne suis pas pour des questions, mais juste pour la démarche qu'on a depuis 3 jours, 4 jours. Au niveau de la table, on a discuté tout à l'heure. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par cette logique de présenter dès le départ la dynamique pour que les gens comprennent? Vous avez vu, il y a un engouement, il y a des gens qui disaient ça. Bon, c'est une question de démarche d'école. Parfois, si à l'université, on peut commencer par les désordres qu'on a et après, on va cadrer. Mais ici, il y a une courte durée pour que les gens comprennent rapidement, pour qu'ils aillent pratiquer par rapport à ce que vous avez dit. Et donc, moi, j'essaierai dans cette logique de dire pour les autres ateliers que vous aurez dû organiser, commencez par cette logique pour faire comprendre aux gens les dynamiques et après, les gens vont faire une bonne présentation pour restituer au niveau du pays. C'est juste ça. Je pense que ça pourrait aider. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole aux panélistes et puis après, on va peut-être prendre un deuxième round. Merci pour ce dernier commentaire et peut-être bien. En effet, en suivant l'atelier, je me suis parfois dit, tiens, cette session a peut-être dû venir avant. Donc, merci pour le feedback et je pense qu'on en discutera entre nous et on verra peut-être comment réarticuler ça. Alors, je veux peut-être répondre et je veux confirmer l'analyse de Pascal. Il ne s'agit pas de dire que la dynamique des services est négligeable ou mise de côté. Ce qu'on veut dire, comme tu viens de le rappeler, c'est celle qui domine l'agenda d'un secrétaire général qui probablement domine vos agendas au quotidien. Et c'est la raison d'être d'un système de santé. C'est bien sûr d'offrir des services à la population. Ce que je voulais dire, c'est que l'outil de la matrice ou l'outil de la stratégie nationale de financement n'a pas été conçu pour gérer la dynamique de service au quotidien. Donc, ce n'est pas avec la matrice que vous allez pouvoir gérer le problème d'allocation du gynécologue qui est manquant dans un hôpital. D'accord? Ce n'est pas sa fonctionnalité. Donc, je reconnais bien sûr l'importance de rapidement mettre un gynécologue dans la maternité, mais ce n'est pas l'outil de la matrice qui vous aide pour ça. Donc, quand vous allez réfléchir à votre stratégie nationale de financement, bien sûr, la stratégie, idéalement, je pense, doit avoir une section où on couvre la problématique des services en disant, voilà, on a encore, il nous va falloir nous construire 25 centres de santé parce que la population a continué à croître. Il y a des enjeux de réhabilitation des hôpitaux, il faut acheter des équipements. Tout ça peut être dans votre section d'introduction de votre stratégie nationale de financement, mais au final, la stratégie nationale de financement va prendre l'approche fonctionnelle et réfléchir aux arrangements institutionnels. Et donc, au quotidien, le secrétaire général, il ne va pas aller fouiller la stratégie nationale de financement chaque matin pour voir comment il doit gérer les problématiques de service. C'est ça que je voulais dire. Mais on est bien d'accord sur l'importance de cette dynamique. Alors, peut-être, sur l'analyse des données, ça c'est important. Donc, on a en effet créé des dashboards. On va demander à Mathieu tout à l'heure, donc après la pause, on aura Mathieu qui va nous raconter comment écrire un bon rapport de la matrice. Et on va en profiter pour lui demander peut-être de nous montrer les bases de données qui ont été constituées. Il y a 2 types de bases de données importantes. Il y en a une qui est disponible pour les analystes. En début d'évaluation, nous avons rassemblé des indicateurs qui donnent du background. Ces indicateurs sont utiles pour les premières sections pour eux, pour structurer leur analyse, pour l'informer, mais aussi pour les premières sections du rapport. Ensuite, il y a une base de données qui compile les évaluations de la matrice qui ont été faites dans les différents pays. Avec l'hypothèse que dans 4-5 ans, on va pouvoir commencer à comparer
utiliser cette base de données pour faire des analyses, pour peut-être voir des patterns. On va peut-être voir que beaucoup de pays sont faibles sur un attribut de façon régulière et on va dire, OK, nous, l'OMS, on va se rendre compte, si on pense que cet attribut est très important, on va se rendre compte qu'on doit mettre beaucoup plus d'efforts dans cet attribut. C'est ce genre d'utilisation que nous ferons de la base de données. Donc voilà, mais on va demander à Mathieu, c'est le spécialiste de ces bases de données. Merci Bruno. Noémie? Merci. Juste 2 petits points. Une sur le rôle du champion, c'est la question du Burkina Faso. Pour nous, c'était vraiment super important parce que ça veut dire que le vice-président, il était intéressé, il était impliqué, il était à jour, qu'est-ce qui se passe. Et c'est lui qui, à la fin, qui a reçu les recommandations, qui a validé et aussi pas validé. Il y a quelques recommandations qu'il n'a pas validées, en fait. Alors ça, juste pour les gens qui sont impliqués, c'est vraiment important de savoir, oui, ça vaut quelque chose, ça a du poids, cette matrice. Et l'autre point, juste petit point pour ajouter ce que Bruno a dit, pour nous, on a voulu se comparer avec un autre pays pour voir qu'est-ce que les scores, qu'est-ce que les notations, ça veut dire en contexte international. Et l'OMS nous a fourni les données de Ghana, qui est un peu le grand frère de la Sierra Leone. Et comme ça, on voit où on peut avancer, en fait. C'était utile. Et dans le rapport, on voit, alors la Sierra Leone, elle est là, le Ghana, elle est là. Et ça, c'est utile pour nous aussi. Il y avait aussi une petite question ou une suggestion par rapport au renforcement des capacités. Donc, est-ce qu'il faut forcément avoir des économies de la santé ou on peut quand même utiliser le benchmarking et autres? Oui, je ne sais pas trop que répondre. Pour la matrice, on l'a dit, c'est un outil, un policy tool qui va solliciter une expertise technique, clairement. Vous avez vu les questions, elles ne sont pas faciles à interpréter. Ça demande d'être familier avec l'analyse fonctionnelle telle qu'elle a été promue par l'OMS. Donc, juste pour donner un exemple, quand la Côte d'Ivoire nous a sollicité, donc il y a quelques mois, pour dire est-ce que vous pouvez nous aider à identifier un expert, on a proposé Joël Arthur Kinde-Braogo parce qu'on savait qu'il était familier avec notre contenu, on savait qu'il avait fait une formation en ligne sur la matrice et on pensait qu'il était prêt pour faire cet accompagnement. Donc, on vérifie ce genre de choses parce qu'on pense important que ce soit effectivement un expert du financement de la santé. Notre espoir, c'est qu'on va faire grandir une masse critique d'experts dans la région qui pourront être utiles. Alors, je vois un chemin possible. Il y a un enjeu d'écosystème national d'apprentissage sur le financement de la santé. Donc, chaque pays doit essayer de constituer une capacité interne, mais il est possible, et il est peut-être plus intéressant de dire que quand on va faire l'évaluation du Nigeria, on va peut-être se dire, tiens, est-ce qu'on n'irait pas chercher des experts du Ghana pour avoir ce regard indépendant? D'accord? Donc, il est possible que certains d'entre vous, vous allez mettre en œuvre la matrice dans votre pays, mais pour avoir l'indépendance, un jour, on vous sollicitera peut-être pour aller dans un autre pays. Je pense que c'est important d'envisager ce genre de voyage pour avoir la distance critique. Mais donc, nous, du côté de l'OMS, vous l'avez vu, on a invité des délégations pays, mais à cet atelier, on a aussi pris soin d'inviter des experts parce que nous voulons créer une masse critique d'expertise que vous allez pouvoir solliciter dans les mois qui viennent en disant, voilà, on veut faire la matrice premier trimestre 2023. Le challenge pour OMS Afro, ce sera de vous proposer des noms. Et donc, c'était important d'avoir aussi des personnes comme Kefi, par exemple, qui aura suivi la formation et qui pourra peut-être vous aider dans vos pays. Merci Bruno. Pour les raisons d'équité, on va voir s'il n'y a pas d'autres, on va revenir au Burundi, mais allons à Madagascar d'abord. Merci Diana de Madagascar. Étant entrepreneur politique sur la CSU, nous sommes confrontés à ces 5 dynamiques dans notre exercice quotidien. Pour les services, ça, on n'en parle pas parce que c'est la finalité, en fait. Mais ce que, à mon avis, c'est plus cette dynamique politique qui influe, qui a le plus d'influence sur toutes les activités, toutes les stratégies, toutes les interventions que nous allons mener. Et je voudrais, juste pour ma curiosité, je voudrais demander, pour l'expérience de Sierra Leone, est-ce que c'est le président qui a demandé votre expertise pour être son conseiller? Parce que d'habitude, les présidents ils ont des conseillers en matière de santé au niveau de leur département, mais cette
on va dire dynamique, cette dynamique et cette approche d'avoir un bon conseiller, d'être assigné à ce poste, d'être conseiller du président pour avoir un impact dans la prise de décision et pour aussi avoir choisi la bonne personne qui est bien écoutée par le président. Est-ce que vous pouvez partager un peu cette expérience? Puisque sans la personne qui est bien écoutée, que le président a une oreille, qui est aussi considéré comme un bon conseiller, ça ne marchera jamais. Merci. Merci beaucoup. C'est Pierre, je suis du Burundi, je suis médecin. Là, je ne veux pas revenir sur la pertinence de la matrice, mais c'est une question d'ordre général. Peut-être que j'anticipe, on pourrait y revenir avant la clôture de notre formation. Au vu de la problématique liée à la fragmentation des dispositifs de financement de santé dans la plupart des pays, ceci concerne également mon pays, le Burundi. Et je fais allusion à l'exercice que nous avons fait juste au départ où on identifiait quel est le scénario qui correspond au pays. Et la plupart des pays ont répondu que dans les pays, c'est l'élite politique qui vient en avance, mais pourtant, la même fragmentation reste. Alors, revenant sur l'importance de l'outil, est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités pour que l'outil soit utilisé dans les pays? Ici, je pense que pour la plupart des décisions, vous savez qu'il ne revient pas aux stratégiques, aux techniciens de prendre le lead, mais plutôt aux politiques. Je sais que pour le financement de la santé publique, ça a fait l'objet d'une déclaration, notamment la déclaration d'Abuja, où les pays ont été invités ou interpellés à augmenter le budget de financement de la santé. Et pour le cas des régions d'Afrique, la déclaration ALM, je crois que SADC est revenu sur cette déclaration par rapport à l'investissement dans le domaine de la santé. Et donc, les différentes régions d'Afrique ont pris note de la déclaration. Est-ce que vous pensez que l'intégration de la matrice pourrait également faire l'objet d'une déclaration? Parce que je crois que les conditions sont réunies. Il y a SADC, la subdivision des pays en région, il y a les partenaires, il y a l'OMS. Voilà, donc c'est un peu une question posée en anticipatif pour savoir s'il y a des opportunités pour pouvoir vraiment implémenter la matrice au niveau des pays. Merci. Merci beaucoup, Pierre. On revient au Sénégal. Merci donc d'être venu au Sénégal. Je voulais bien sûr féliciter les présentateurs. Je voulais tout simplement insister pour les autres collègues qui sont en train de faire des stratégies ou qui envisagent d'en faire, de parler de stratégie nationale de financement de la santé pour tendre vers la CSU. J'insiste vraiment sur ce bout de phrase, pour tendre vers la CSU. Pour tendre vers la CSU. Ça détermine tout le reste. Et ça va mettre l'emphase sur certains points qui ne sont pas très souvent relevés. Et je voulais insister sur cela pour être plus complémentaire du discours qui a été tenu ce matin. On est passé, de mon point de vue, très rapidement sur la multisectorialité, alors qu'elle est au cœur de notre travail. La multisectorialité doit être prônée si on veut vraiment réussir le financement de la CSU. En quoi faisant, cette multisectorialité, qui devra être une multisectorialité de redevabilité d'ailleurs, ce qui pose la question de la gouvernance de l'ensemble du dispositif par le patron de la multisectorialité qui est au-dessus du ministère de la Santé. Cette multisectorialité devrait permettre justement de limiter les dépenses évitables. J'insiste là-dessus, limiter les dépenses évitables, c'est accroître les capacités de financement. Et pour limiter les dépenses évitables, il y a une action à mener sur les déterminants de la santé. Et c'est en cela que la multisectorialité de redevabilité devient sensée. Ça a tout son sens. Je discutais avec quelqu'un hier en lui disant que je pose une question très souvent maintenant au directeur de la santé en lui disant, est-ce que vous avez rencontré le directeur de l'hydraulique, Si vous arrivez à organiser un déjeuner entre le directeur de la santé et le directeur de l'hydraulique, que chacun vienne avec sa carte, l'un avec la carte des maladies liées à l'eau, l'autre avec la carte des forages prévus pour l'accès à l'eau potable, vous verrez à quel point ce déjeuner est
producteur d'externalités positives pour la santé. Ce déjeuner va contribuer à lutter considérablement, à réduire considérablement les maladies liées à l'eau, les maladies diarrhéiques, sans changer grand-chose, hein. Le ministère chargé de l'eau avait prévu de faire 26 forages. Il est aujourd'hui informé par le directeur de la santé pour dire nos maladies liées à l'eau sont ici. Juste ce recadrage, ce petit mouvement du cadre pour faire coïncider les deux cartes va constituer une source d'économie incroyable. Et qui économise vos ressources augmente vos ressources, n'est-ce pas? Ce qui réduit vos dépenses augmente vos ressources. Pour moi, c'est une piste de financement que nous ne pouvons pas ne pas mettre en évidence dans nos pays africains. Nous ne pouvons pas dire au manque de ressources et laisser prospérer des dépenses évitables. Et le faisant, nous serons en train de faire plus d'efficience. Nous serons en train de démontrer justement l'efficience que nous prenons, et le faisant aussi, en démontrant cette efficience que nous prenons, nous sommes en train de renforcer nos arguments par rapport au ministère des Finances pour mobiliser davantage de ressources. Quelqu'un disait que les ressources sont insuffisantes. C'est vrai, mais du côté du ministère des Finances, on ne pense pas ça. On pense qu'on nous donne trop par rapport aux résultats que nous obtenons. Nous avons la continuelle obligation de faire une démonstration d'efficience. C'est ça le premier argument de plaidoyer. Et ça, l'approche multisectorielle de redevabilité permet d'y arriver, et en réduisant justement nos besoins de financement, nous serons plus forts dans cette mobilisation pour couvrir nos besoins. Je crois que c'est un point extrêmement important. Et c'est en cela justement aussi que le ministère de la Santé, mon jeune collègue l'a dit avant de partir, doit avoir cette culture de développer des alliances avec d'autres ministères. C'est le ministère qui a intérêt qui prend l'initiative. On l'a fait en RDC. Qu'est-ce qu'on a fait en RDC, en d'autres pays? Faire en sorte que, sur l'initiative du ministère de la Santé, les autres ministères ne sont pas conviés et ils nous envoient celui qui n'a rien à faire. Non, c'est une forte représentation des ministères pour construire des cahiers de charges pour chaque ministère. Chaque ministère a un travail à faire pour aller à la couverture universelle. Et ça a un retentissement sur le financement. C'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et justement, je finis sur un point aussi important. Parler de financement de la santé, c'est aussi parler de la qualité et de la pertinence des dépenses. Qualité et pertinence des dépenses, ça me semble essentiel. Et il y a une faiblesse généralement relevée dans nos pays. C'est la faiblesse qui concerne l'axe de protection contre les risques financiers liés à la maladie. Il y a une mauvaise gestion de l'assistance médicale. Je préfère parler d'assistance médicale parce que moi, le terme gratuité me sort de partout. Oui. Donc, sur la question de l'assistance médicale, un meilleur ciblage, extraire ceux qui ne devraient pas en profiter, ce serait plus d'équité. Le bout de phrase qui manque, je vais finir. Le bout de phrase qui manque généralement sur les histoires de gratuité. Je suis à l'aise pour le dire. Pour moi, dans cette affaire, les politiques ont dit ce qu'ils voulaient. Nous, techniciens, j'étais technicien, nous, techniciens, n'avons pas été à la hauteur. Quand le président de la République dit gratuité des enfants pour les enfants de moins de 5 ans, c'est pour les enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas de couverture. Ce bout de phrase compte. Gratuité, c'est ça l'équité, effectivement. Gratuité des soins pour les femmes enceintes, c'est pour celles qui n'ont pas de couverture. Je prends la femme justement. Elle a une couverture parce qu'elle est prof de maths. Son mari est gouverneur, deuxième couverture. On laisse ces deux couvertures et on dit on vous soigne gratuitement et après on va envoyer la facture au ministère des Finances. Le ministère des Finances a le choix à la fin du mois entre payer cette facture à l'hôpital et payer le salaire des fonctionnaires. Le ministère ne paye pas, ne donne pas à l'agence de quoi payer. Conséquence, c'est quoi? Difficulté de renouvellement des intrants au niveau des structures, baisse de la qualité des prestations. Et avec ça, vous croyez que vous pourrez avancer? Le combat, il est là. Il nous faut avoir moins de dépenses évitables, une meilleure qualité de la dépense. Et à ce moment-là, le financement de notre secteur sera meilleur, mais un financement de la santé pour aller vers la CSU. Je m'excuse d'avoir été long. Merci beaucoup pour tout ce beau partage d'expérience. Donc, je me tourne à nouveau vers Bruno et Noémie. Donc, je laisserai Noémie répondre pour le cas spécifique de la Sierra Leone sur la dynamique politique. Mais Tiana, pour dire oui, ce serait... Moi, ça reste un de mes rêves, c'est de pouvoir organiser un jour des ateliers où ce seraient des conseillers, des présidents qui viendraient. Et parce que c'est vrai qu'il y a... Alors, parfois, c'est certains d'entre vous qui
par processus, un jour, vous rentrez dans la dynamique politique et vous êtes conseiller du président. Et donc ça, c'est bien parce que c'est des personnes qui ont été formées à nos différents outils politiques. Mais parfois, et peut-être souvent, c'est son médecin traitant qui devient son conseiller parce qu'il a confiance en lui. C'est un clinicien, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'exposition à la santé publique. Alors, pour répondre à Farbach, qui n'a eu aucune exposition à la problématique des déterminants socio-économiques de la santé et qui a un angle très clinique. Il a travaillé dans un grand hôpital dans la capitale et c'est lui qui devient le conseiller en santé publique du président. Je peux imaginer que c'est difficile. Donc, voilà, il y a cette réalité et donc, parfois, il y aura des fenêtres d'opportunité parce qu'il y aura une personne qui est exactement la bonne personne et parfois, c'est très, très compliqué. On est lucide là-dessus. Donc, et c'est votre boulot d'entrepreneur politique à naviguer et à trouver ça. Ça, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est en tout cas certainement pas des gens comme nous, des gens très loin et pas du tout redevables sur le plan politique dans vos pays. Donc ça, c'était une réflexion. Sur les résolutions, Pierre, est-ce qu'il faut une résolution sur la matrice? Il y a beaucoup de déclarations. Il y en a déjà eu beaucoup. Hein, et à l'Assemblée générale de l'OMS, il y a des résolutions sur la couverture sanitaire universelle. Il y en a une à New York de l'Assemblée générale. Et donc, ici, avec la matrice, on essaye de faire un vrai boulot de dire, OK, on met les mains dans le moteur, on va aller regarder comment on construit une CSU, un système de financement pour la CSU. Et je pense que c'est un document ce serait bien qu'il soit apparent, qu'il gagne en légitimité. Ça, on espère qu'après cet atelier, vous allez pouvoir l'utiliser. On a entendu tout à l'heure, je pense, Hilaire du Togo qui disait, voilà, on doit faire l'évaluation. Notre stratégie arrive enfin, on va utiliser l'outil pour faire l'évaluation. C'est exactement ça. Et puis, on espère que vous allez convaincre les parties prenantes avec la qualité des analyses. Donc, voilà, je vais en rester là. Merci Bruno. Noémie? Merci. Merci pour la question, Madagascar. Juste pour expliquer un peu la situation après quelques réflexions. Le gouvernement qui était élu en 2018, ils sont venus vraiment avec un accent sur on valorise la jeunesse et on valorise l'innovation. Ils sont venus avec plusieurs ministres qui sont très jeunes, 30 ans, et les choses comme ça. Et aussi, ils ont créé un département juste pour l'innovation qui est tout le temps et tout. Alors, ils sont venus avec une idée un peu différente. Et le vice-président, ce n'était pas le président, c'était le vice-président. Quelqu'un pour les conseiller en termes un peu différent, penser un peu différent et pas toujours le même avis, comme Bruno a expliqué un peu. Normalement, c'est toujours un peu des gens avec un profil un peu similaire. Il a voulu quelqu'un qui pense un peu différent, qui vient d'un point un peu différent. Et c'était une opportunité. Mais à la fin, il ne faut pas oublier que la Sierra Leone a rejoint la fête de la CSU un peu en retard. La Côte d'Ivoire, ils ont eu leur stratégie en 2012, c'est vrai, non? Pour la CSU. Nous, on a commencé à parler de ça en 2018. Alors vraiment, on doit attraper un peu aussi le temps qu'on a perdu, pas parler de la CSU. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est super pour la Sierra Leone que maintenant, il y a le poids politique, la volonté politique et tout. Et le vice-président, il est vraiment extraordinaire comme leader et comme penseur aussi, il est extraordinaire. Mais il faut ça aussi pour la Sierra Leone pour avancer un peu plus rapidement parce que le reste des pays, ils sont avancés déjà. Alors, il ne faut pas penser qu'il faut absolument avoir ça pour avancer. Je pense que ça marche aussi sans cet esprit et sans cette dynamique. Il faut juste trouver des autres chemins pour utiliser la matrice dans le bon sens. Il y a toujours aussi des points un peu différents dans les pays en termes de politique. Pour ça aussi, je pense qu'on a dit que c'est important d'avoir une analyse des parties prenantes avant qu'on commence. On identifie quels sont les décideurs clés et avec qui on doit parler régulièrement et tout. Alors, je pense que ça marche aussi sans une conseillère au bureau du vice-président. Merci beaucoup, Noémie. Donc, les discussions ont été très intéressantes. Donc, merci Bruno et Noémie d'avoir vraiment partagé votre expérience et de nous avoir permis d'être en plein maintenant dans l'atelier. Ce que j'ai retenu, c'est que
Depuis lundi, c'est maintenant que les moteurs se réveillent. Nous sommes vraiment en plein. Nous avons tous compris l'utilité de la matrice. Et je pense aussi qu'on s'est promis de dire, même si la matrice ne zoome pas au niveau de la dynamique des services, il ne faut pas oublier que la finalité, c'est la dynamique des services. Je pense que nous rentrons aussi avec ce message-là. Donc, je vais vous demander d'applaudir nos panélistes et de tous nous applaudir. Merci.